Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo, mais bon. Me revoici, on va parler de plein de choses. Je vous ai préparé une bonne vidéo aujourd'hui et une autre vidéo pour parler d'un autre truc. Aujourd'hui, on va parler de bourse, ce qui s'est passé pendant la semaine, Trump, Groenland, les actions, tout ça. Et puis finalement, demain ou après-demain, je sortirai une autre vidéo qui parle d'un outil de comptabilité pour les loueurs en LMNP qui va vous éviter beaucoup de frais de comptabilité. Par contre, c'est un produit que je vais vendre évidemment. Mais bon, là, on pourra laisser ça pour une autre vidéo. Aujourd'hui, j'espère pour vous que vous gagnez de l'argent avec tout ce qui se passe, parce que, merci Dieu, moi, je me porte vraiment bien. Notamment grâce à Total. Hein. Total, vous vous rappelez, 49, 50, 48, on a fait tout ce qu'on pouvait pour en acheter. On a réinvesti tous nos dividendes, on a arbitré, on a fait tout ce qu'on pouvait pour en acheter. On en a eu à très bas prix, on a pris tous les dividendes en route, on les a réinvestis à bas prix, et là, bah regardez, ça nous récompense. Donc c'est bientôt à 58 dollars, à 58 euros. Je rappelle aussi que le 1 ou le 2 janvier, je pense le 3 même, ça a versé un gros dividende qu'on a réinvesti, et pile poil, il y avait la chute, c'était à 53,80. Donc tant mieux pour nous. On a beaucoup profité. Et bien évidemment, dans l'enrichisse créée, j'inclus les dividendes. Donc 1,6, 1,7%, ou voire moins 1,5% du portefeuille en dividendes, bah, il est tombé là. Donc, le reste, c'est les autres performances. Du coup, on est presque à 6%. On est qu'en janvier, c'est très bien. On peut tout vendre et faire notre performance de 6%. Mais non, nous, notre objectif, c'est 10%. Et si l'année se passe très bien, bah tant mieux. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Bien évidemment, vous voyez la PayPal et Mastercard, surtout Mastercard, ma nouvelle ligne. On va en parler juste après. Donc je vous ai préparé aujourd'hui, on va parler d'Iran, tout ce qui se passe avec Trump, Venezuela, Iran, les tensions avec Groenland, je vais tout vous expliquer. Puis on va parler de PayPal. La thèse n'a pas changé, c'est abusément, de façon aberrante, trop bas. Et puis, je vais vous parler aussi de ma nouvelle ligne. On va un petit peu valoriser tout ça. C'est Mastercard. On va parler de Netflix et les résultats d'hier. Et finalement, on va un petit peu réagir sur Trump et les dingueries qu'il dit. D'accord. Donc on commence par l'Iran. Je ne sais pas si vous connaissez où est-ce que se situe l'Iran, mais en tant que fan de géopolitique et investisseur en bourse, c'est la moindre des choses. Donc là, c'est la carte du monde, la bonne chère France, avec un petit cœur dessus. C'est non, c'est pas... vous n'avez rien vu. Le Maroc, l'Algérie, Tunisie, etc. Donc voilà, le Moyen-Orient, il est là. Donc la Turquie, la Syrie, l'Arabie Saoudite. Et puis vous voyez un gros truc là à côté. À côté de la Syrie, il y a en fait l'Irak. Et puis à côté de l'Irak, il y a l'Iran, qui est entouré par l'Irak à sa gauche, le Turkménistan en haut, à sa droite l'Afghanistan, et à sa droite en bas le Pakistan, et en haut, bah, il y a l'Azerbaïdjan normalement. Et voilà, il y a l'Azerbaïdjan, et puis on rezoome. Et en fait, tout ce territoire-là, il y a l'Azerbaïdjan, il y a même l'Arménie. Tout ce territoire, et il y a même la Turquie. Ouais, on n'a pas parlé de Turquie, en haut à gauche. Tout ce territoire-là, il a beaucoup d'avantages, c'est qu'il a accès à deux mers. Donc, surtout, ce qui nous intéresse, c'est le golfe du Oman, le golfe d'Oman ou le golfe Persique. C'est tout ce qui se passe là. C'est cette partie de l'océan qui donne accès à la mer d'Arabie, et du coup, tout ce qui est l'océan Indien. Et cette partie-là, ben, en fait, ce mini passage, où il y a Dubaï, les Émirats, tout ça, sur la péninsule arabique et l'Iran de l'autre côté, ben, cette partie-là, c'est l'Iran qui la contrôle. En fait, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe concernant l'Iran, c'est à cause de ce petit passage. Regardez bien, quand vous entendez parler de pétrole, roi du pétrole, vous entendez Moyen-Orient, d'accord. L'Arabie Saoudite et tout ce qui vient avec. Bah, dites-vous que l'Arabie Saoudite, quand elle veut vendre son pétrole, elle ne le vend pas depuis la Méditerranée parce qu'il y a la Jordanie, Israël qui bloque, donc elle l'envoie par la mer Rouge. Quand il n'y a pas le Yémen qui casse la tête, ça passe tranquille. Mais sinon, les autres pays du Moyen-Orient, donc on parle du Koweït, on parle du Bahreïn, on parle du Qatar, de l'Émirat arabe uni, et les Émirats vous connaissez, c'est Dubaï et les autres Émirats. Quand on parle du Oman, quand on parle de tous ces pays-là, bah, pour faire partir leurs navires, ils doivent passer par le golfe du Oran pour sortir. Pour sortir, pour aller où? La plupart du temps en Inde, Pakistan, mais surtout en Chine. Et du coup, ils doivent aussi partir soit pour sortir de là et passer par la mer Rouge et aller en Europe, soit contourner l'Afrique, tout simplement. Mais en fait, c'est quoi l'histoire? La plupart des pays du Moyen-Orient produisent du gaz et du pétrole qu'ils vendent à n'importe qui. Eux, ils ne sont pas isolés dans le bloc occidental
avec les États-Unis, anti-Russie, anti-Chine, tout ça, tout ça, tout ça. Eux, ils vendent à n'importe qui, ils s'en foutent. Par contre, les États-Unis, ils sont pas d'accord avec les routes maritimes énergétiques que certains pays utilisent pour vendre. Donc, sachez bien que la Chine est en train de faire le maximum possible de réserves et ils font le maximum possible de réserves pas chères. Donc, ils achètent tout ce qui est sous sanction. Par exemple, la Russie n'a pas le droit de vendre son pétrole à l'international. Ok, bah on se l'achète en douce. Par contre, tu me donnes une ristourne de moins 10 dollars par baril. La Russie dit ok, bah de toute façon, j'ai pas d'autres personnes à qui le vendre. Donc tiens. Le Venezuela, c'était la même chose. L'Iran, c'est la même chose. La Chine fait le maximum de réserves. Et en plus, ils font ces réserves en achetant le pétrole de ces pays-là, donc Venezuela, Iran, et bientôt l'Arabie Saoudite, en yuan renminbi, c'est-à-dire la monnaie chinoise. Et évidemment, le comble pour un pays, c'est de pouvoir commercer en sa monnaie. Parce que sa monnaie, il en a le contrôle. Donc, sa monnaie, il peut l'imprimer, à condition que quelqu'un lui achète des obligations. Une fois que quelqu'un achète mon obligation, il me donne de l'argent, je peux imprimer contre cet argent, plus tard pour rembourser l'obligation, et du coup j'ai de l'argent gratuit. Tant que mon économie tient, tant que j'ai des militaires, tant que. Et du coup, ça, c'était le jeu des États-Unis. Les États-Unis, vu que c'était pas industriellement des merveilles, même s'ils sont bons en industrie, ils ont trouvé le moyen de forcer tout le monde à utiliser leur dollar. Comme ça, vous aurez toujours besoin du dollar pour acheter de l'énergie. Comme ça, vous allez toujours euh, acheter des obligations, comment dire, des obligations américaines pour avoir des réserves de change en dollars chez vous. Ce qui permet aux États-Unis d'avoir de l'argent gratos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au moment du remboursement, impression monétaire, mais sur le temps T, sur l'instant T, de l'argent gratos. Et en fait, ils pourront plus jamais faire ça s'il n'y a plus cette mécanique de j'achète l'obligation d'État pour pouvoir imprimer plus tard. Ils ne pourront rien imprimer plus tard si l'achat de l'obligation n'est pas fait en amont et s'ils n'ont pas l'argent en amont. Donc ça va se faire en boucle fermée entre la Banque centrale et les États-Unis et le gouvernement, je veux dire, et c'est très hyper inflationniste s'ils font ça. Mais du coup, pour revenir à notre problème, les États-Unis font en sorte que tout le monde utilise leur dollar pour avoir, entre guillemets, l'absorption de la masse monétaire et l'impression infinie de billets et de l'argent gratuit. Ils ont remarqué que les gens commençaient à se dédollariser. Mais du coup, ils ont dit, qui est-ce qui produit tout ça? Qui est-ce qui pousse tout le monde à se dédollariser? Les BRICS, plus en particulier notre rival économique qui est la Chine. Qu'est-ce que fait la Chine? La Chine, elle achète de l'énergie pas chère. Et ben du coup, elle veut, entre guillemets, agrandir son indépendance énergétique. Comme ça, si jamais il y a une guerre ou si jamais il y a des sanctions, on ne pourra plus y faire quelque chose. Donc, il faut qu'on arrête tout ça. Et du coup, ils ont commencé par le Venezuela. Le Venezuela vendait son pétrole à la Chine sous sanction en yuan. Résultat, les États-Unis ont littéralement capturé Maduro pour d'autres raisons, plutôt par rapport au conflit israélo-palestinien. Mais ils ont enlevé la présidence de Maduro et ont pris le contrôle de tous les cargos pétroliers du Venezuela pour la question pétrolière, pétrodollar, je veux dire. Pour la question pétrodollar. Ils veulent de l'argent. Ils veulent d'abord l'argent de leurs entreprises qui ont été expropriées, mais surtout rétablir le commerce en dollars. Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème pour vendre à la Chine en soi. Ils veulent vendre en dollars pour avoir le privilège d'imprimer à l'infini. Du coup, le Venezuela, c'est bon. Tout ce qui vient à l'Amérique latine, c'est contrôlé. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'Arctique en haut, tout ce qui passe par au-delà de la Russie. Donc la Russie, elle produit au nord. Elle envoie ses bateaux, ça passe par à côté de la Norvège, puis ça vient, ça contourne l'Afrique tranquillement, ou sinon ça vient, ça contourne le Maroc, l'Algérie, Tunisie, passe par la mer Rouge. Donc les bateaux russes font leur vie tranquille au nord, et de l'autre côté, il y a le canal d'Ormuz qui permet aux pays du Moyen-Orient de commercer, et à l'Iran en fait, de commercer tranquillement vers la Chine. Et en fait, les États-Unis ne sont pas d'accord. Ils ont commencé par mettre une grosse pression à l'Iran. Et coup de bol, ils ont un grand allié dans le coin qui veut justement tout le mal à l'Iran, c'est Israël. Du coup, ils ont commencé à perturber l'Iran, pour faire à peu près tomber le régime, ce qui n'a pas été produit, pour pouvoir mettre une marionnette et pour contrôler le canal d'Ormuz. Ça n'a jamais été une question de démocratie, de changement de régime. On s'en fout de tout ça. On veut surtout contrôler le canal. On veut dire, soit vous vendez
vos trucs à la Chine ou ce que vous voulez en dollars, soit personne ne passe. Parce que l'Iran, c'est à nous maintenant. Voilà. Et ils veulent faire la même chose au Groenland. Bien évidemment, il y a plusieurs intérêts derrière. Le Groenland, il y a plein de choses. Il y a des minerais, des terres rares, du pétrole, du gaz que vous voulez. Mais c'est surtout les routes maritimes. Il veut bloquer le passage des navires russes et chinois par là. Comme ça, encore une fois, il veut dire aux Russes et aux Chinois, vous voulez faire passer vos bateaux ici, vous voulez commercer avec les autres en dollars. Si c'est pas en dollars, tu passes pas. C'est chez moi, je te bute. Voilà. Et bien du coup, le commerce international, les routes maritimes par lesquelles passent les cargos et les tankers pétroliers gaziers partout dans le monde sont dans le viseur des États-Unis. Et les gens sont là, démocratie. En fait, c'est pas une question de démocratie, c'est pas une question de changement de régime, ou c'est pas de l'idiotie. Trump n'est absolument pas idiot. Il est juste incroyablement brut et direct. Et en plus, je pense que c'est quelqu'un qui le guide parce que c'est trop technique tout ça. Même s'il est président, c'est trop technique. Par contre, un but global comme contrôler les chemins maritimes, ça, je pense qu'il est au courant. Mais la façon par laquelle il s'y prend pour endormir, on va dire, l'inconscient des gens et bim, taper là où tu t'y attends pas, là, je pense, on lui dit quoi faire. Mais en général, voilà, les routes maritimes sont en train d'être contrôlées. Et regardez, la dinguerie. En ce moment, on entend beaucoup parler de la Somalie. La Somalie, on entend parler aussi des terres de Somalie. Les terres de Somalie, c'est un petit territoire qui n'est pas, qui s'autoproclame autonome, qui n'est pas autonome, qui est un petit peu là, au nord. Bah en fait, regardez, l'Arabie Saoudite commence à prendre un petit peu son indépendance. On est d'accord? Bah l'Arabie Saoudite, comme elle commence à prendre son indépendance, vis-à-vis des États-Unis, du dollar, tout ça, bah on a besoin d'un allié dans la région. On a besoin de quelqu'un qui va faire le taf pour bloquer les tankers et pour bloquer les chemins maritimes, encore une fois, si jamais l'Arabie Saoudite ne veut plus collaborer. Parce qu'il est trop difficile à faire tomber. Elle a trop de partenariats en ce moment. C'était pas comme l'Arabie Saoudite d'avant. Le nouveau prince, il est imprévisible. Je l'aime bien. J'aime pas beaucoup ce pays, mais le tournant, on va dire le tournant bonhomme qu'il prend, voilà, je vais faire ça, voilà, je vais faire ça, je suis le soumis de personne, ça j'aime bien. Du coup, pour revenir à ce que je disais, la Somalie est en guerre contre les terres de Somalie. Bah, les terres de Somalie sont un territoire qui vient d'être reconnu par Israël, quelle coïncidence, qui vient d'être reconnu par les États-Unis, quelle coïncidence, et qui vient d'être reconnu par les Émirats arabes unis, qui sont les alliés d'Israël. Et aussi par Trump aujourd'hui, il a dit, mais la Somalie, c'est-à-dire le vrai pays, ce n'est pas un pays, il ne reconnaît plus la Somalie. Bien évidemment, il a dit oralement, c'est pas un décret officiel, mais on voit tout ça, ça part vers où? Ça part vers des chemins maritimes qui seront dans le futur bloqués, ou tout du moins, on essaiera de les bloquer pour imposer une devise. Sinon, on passe pas par ces chemins. Et cette devise, ça sera le dollar. Parce que je vous rappelle, si les États-Unis ne peuvent plus s'endetter, ils sont morts parce qu'ils devront rembourser. Et s'ils remboursent tout, sont rapatriés un peu de dollars en échange, c'est fini. Ben, ça, j'en ai beaucoup parlé et franchement, tout ce que je dis là, c'est pépite. Les gens devraient s'y inspirer. Et c'est pour ça aussi que l'énergie est le meilleur secteur de 2026, à mon humble avis. Moi, je fais déjà des gains faramineux pour l'instant. Et encore, il y a 3 autres dividendes que je dois prendre cette année. Mais sinon, l'énergie va être très intéressante à regarder. Si l'Ukraine-Russie se termine, la Russie n'aura plus les sanctions. Elle vendra moins sans pétrole cher, enfin, elle vendra moins sous sanctions sans pétrole. Donc la Chine ne va plus acheter son pétrole à la Russie à Restone, elle va l'acheter normalement, elle va l'acheter au prix du marché, ce qui va faire augmenter le flux acheteur vers le spot normal qu'on connaît à des prix plus grands. Et du coup, on va faire hausser le cours. Même chose pour le gaz. Si on achète en dollars et uniquement en dollars et pas en yuan, ça va faire que les Chinois n'auront plus possiblement de façon de détourner le dollar et aller vers des pays sous sanctions. Bah, du coup, ils devront y aller. Ils devront y aller en achetant du prix spot, encore une fois, du prix du marché, ce qui fera augmenter les cours sûrement. Sans parler de tous les catalyseurs qu'on connaît, l'intelligence artificielle, le froid, les vagues de glace. Déjà, je vous ai pas parlé de ça, mais regardez-moi cette dinguerie. Le prix du gaz, il a augmenté aujourd'hui de 25% la dernière fois que j'ai vu tout à l'heure. Alors, ça, c'est résumé du marché, ça m'intéresse pas. Moi, je veux le gaz naturel. Voilà. Gaz naturel, allez, allez. Ouais, ouais. 25% les gars. 25% aujourd'hui.
aujourd'hui, en 5 jours, 55% de hausse. Mais vous vous rendez compte, les gars? 55%. L'énergie va être très très demandée. Et ça, j'en parle, j'en parle, j'en parle. L'énergie, c'est le gaz. L'uranium, peut-être une fois toutes les réglementations affranchies, mais ça sera toujours le gaz. C'est le plus liquide, c'est le plus facile à transporter, le plus malléable des énergies. Et une fois que le gaz ne sera plus suffisant, on passera au pétrole, c'est-à-dire brûler du diesel, comme à l'ancienne. Le charbon ne va pas suffire non plus. Mais du coup, voilà, je parlais du secteur de l'énergie. Évidemment, c'est les pétrolières verticalement intégrées qui vont le plus en profiter. Exxon, elle est au plus haut historique aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Elle est au plus haut historique. Donc en tape max, elle est au plus haut historique. Voilà. Chevron, elle est pas au plus haut historique, mais très proche du plus haut historique. Total n'est pas au plus haut historique, mais elle se relève vraiment bien. Et avec tous les catalyseurs, c'est-à-dire marché américain, dollar qui monte, parce que Total, elle a son bilan dollar, ça va faire gagner beaucoup d'argent à Total, qui va sûrement monter aussi. C'est sûr, c'était sûr. Mais qui vendait son Total à 48 euros? Franchement, les gens n'ont pas de cervelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Effectivement, le prix du pétrole en soi ne va pas beaucoup monter. Ça va aller vers les 70 au pire. Mais le gaz va bien monter. Et les pétrolières sont sans relâche en train comment dire, d'améliorer leur coût du capital. Donc, un pétrole de 60 en 2015, on gagnait beaucoup moins qu'aujourd'hui avec toujours un pétrole à 60 dollars le baril. Donc, les autres entreprises qui vont y gagner aussi, c'est les parapétrolières. Donc, on a parlé de Valorec. La dernière fois que je l'ai mentionné dans cette chaîne, elle était à 15 quelque chose. Alors, Valorec. Valorec. Franchement, les gars, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? L'énergie, l'énergie. Depuis le début de l'année, ça a pris 10%. Et depuis la dernière fois où j'en ai parlé, elle a pris 12%. Franchement, elle donne un dividende annuel de 10% à 15. L'année dernière, elle a donné 1,5 €. Donc à 15 quelque chose, c'était 10%. Là, c'est 8, 9, un truc comme ça. Mais franchement, les gars, je sais pas ce que vous faites, hein. Qu'est-ce que Morel et Prom fait en ce moment? Ouais, ouais. Depuis le début de l'année, ça doit être 10%. Tiens. Depuis un mois, 25%. Ouais, bon, voilà. Voilà, donc par rapport à l'énergie, j'ai tout dit. On devait s'arrêter sur le contrôle des flux pétroliers mondiaux sur le côté maritime. Maintenant qu'on a fini de parler du pétrole, on va parler un petit peu de PayPal. Alors, PayPal, ça baisse, ça n'en finit pas de baisser. Et ça, c'est une projection du nombre d'actions en circulation en 2031 si ça reste flat. Si le prix reste flat, eux, ils achètent à peu près 10-11% de la capitalisation boursière par an. Ça, c'est aussi des trucs. Faut pas avoir de cervelle pour vendre PayPal à 55. Ça fait de la croissance. Il y a des partenariats agentiques, il y a des partenariats par rapport à la pub. Ça fait de la croissance interne, ça fait de la croissance externe. Il y a du Venmo en croissance. Le BAPL, le BNPL, le Buy Now Pay Later. Mais vous savez même pas à quel point c'est bullish pour ça. Le fait que Trump a dit 10% plafonné d'auto d'intérêt sur les cartes bancaires américaines de crédit. Les gens, ils étaient OK pour être à découvert et payer 25% de taux d'intérêt. Maintenant, vu que c'est plafonné à 10, il y aura des gens qui n'auront plus d'autorisation de découvert ou de crédit, tout simplement. Mais du coup, ils vont se tourner vers PayPal. Ils vont faire des achats, au lieu de faire les crédits sur carte, ils vont faire les crédits sur PayPal. Et PayPal va revendre le portefeuille comme d'habitude à KKR et n'aura pas de risque de crédit et va augmenter son volume. Mais franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Ce compte, c'est un gros fan de PayPal. Du coup, il poste exclusivement sur ça. Donc là, JP Morgan, nanana, donc JP Morgan et les autres banques sont inquiètes par rapport au fait que Donald Trump a mis un cap sur le crédit. Mais le BNPL, voilà, le BNPL va remplir ce trou que les cartes vont perdre, tout simplement. Aujourd'hui, tout était rouge à peu près, sauf PayPal. Alors, je rigole, PayPal est rouge la plupart du temps aussi. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner le jour des résultats. Mais franchement, tellement de catalyseurs, tellement de catalyseurs. On verra. Je voulais aussi vous parler de Netflix. Netflix, ça a pris cher par rapport à Paramount. Ouais, ça a augmenté parce que ça a fait moins 5 en début de clôture. Ils ont fait un bon trimestre, charge d'intérêt qui augmente parce qu'ils augmentent leur dette, et ils ont changé leur offre pardon, pour Warner Bros. Pour l'avoir au plus vite, en gros le deal, et c'est une offre plus grosse, donc plus de dettes et plus d'intérêts payés. L'action est déjà surévaluée un petit peu à mon goût,
En plus de la dette, dégradation du bilan, c'est un bon truc pour Netflix, hein. Mais j'attendrai les 75 minimum, minimum. Donc voilà par rapport à Netflix. Et ma nouvelle ligne, bah, du coup, c'est Mastercard. Mastercard qui a bien baissé depuis le début de l'année. Donc une action, comme vous le savez tous, de très très haute qualité. Depuis un mois, elle a baissé à peu près de 10%. Ouais, elle a baissé à peu près de 10%. Moi, j'ai un prix unitaire à 534 ou 33, un truc comme ça. J'ai commencé à l'acheter hier, j'en ai quelques-unes. C'est une action méga solide. C'est une action avec des marges de malade, donc 45% de mémoire, de marge de net. Croissance à peu près 11, 12, 13% projeté. Les analystes tablent sur 15%, mais voilà, donc j'ai fait une médiane des analystes. Euh, Franchement, c'est une très très bonne entreprise. C'est une très très bonne entreprise. Il y a aussi ce youtubeur qui en parle, attendez, Joseph Carlson. Il a fait une vidéo de 45 minutes en anglais pour en parler. Mastercard, qui dit que c'est le Palantir de la finance. Ils vendent des données, ils vendent plein de trucs. En plus, sur chaque transaction, ils ont un petit peu d'argent qui tombe. Il y a Visa aussi qui est bien, mais moi je préfère Mastercard, plus forte croissance, plus dynamique. Et voilà, donc je voulais vous la valoriser. On va venir à Valo, bim. Voilà, donc j'ai déjà fait. Donc le NICE, MA c'est le ticker. Ça se paye aujourd'hui à 33 les bénéfices, 34 à peu près. Je table sur 13% de croissance. Par contre, c'est une action qui s'échange largement à 30 fois les bénéfices. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne du 10% par an. Ou sinon, si on vient ici, on met 30. Et on met que 13 ici. Pardon, j'enlève ça. Voilà, donc au prix actuel, même à mon PRU, on peut faire du 10% tranquillement. Sauf que c'est une action très très peu volatile, c'est une action de top qualité et qui baisse très rarement. Quand Microsoft ou Amazon perdra moins 10, pardon, Mastercard ou Visa perdront moins 2. Sauf si c'est vraiment sur eux que le projecteur se met. Ça, c'est ma nouvelle ligne et ça représente 2,4%. J'ai un gros portefeuille qui grossit avec Total, donc je peux, même des gros montants, c'est quelques pourcentages. PayPal, je renforce un petit peu à chaque fois. Euh, ouais, on est encore à moins 4%, à peu près 4%, moins de 4%. Voilà, donc avec la hausse de dollars en plus, mes positions américaines s'apprécient. Et j'étais à 5,80 quelque chose tout à l'heure, là je suis à 5,93. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Écoutez, moi je m'en plains pas. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que vous allez bien. Et puis, abonnez-vous, likez, commentez, parlez-moi de vos remarques. Et puis, abonnez-vous à mon compte sur Instagram. C'est Amin Business and News, comme sur la chaîne YouTube. Et puis, vous trouverez, et puis vous vous abonnerez, et puis vous verrez mes réactions quotidiennes sur les marchés. D'accord? Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.